Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hervé. Bonjour à toutes et à tous. Tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et puis effectivement d'approfondissement des connaissances à chacun. C'est quelque chose qui est important. Et en la matière, sur les questions en fait des ressources minérales, nos sociétés modernes sont face à un enjeu qui est assez important. Nous nous sommes développés sur des ressources qui nous permettent de vivre, en tout cas en tout ce qui nous concerne en France, de façon confortable et dans les pays, dans un certain nombre de pays. Et je souhaitais vous montrer aujourd'hui, dans cette introduction à cette séance, que nous ne pouvons, chaque geste quasiment que nous faisons de la journée, chaque objet en fait que nous touchons, nécessite en fait pour sa fabrication des ressources minérales. Je vais en profiter aussi pour définir un petit peu au cours de la séance ce qui est critique, ce qui ne l'est pas en termes d'approvisionnement, en termes de sensibilité par rapport à nos industries. Je suis donc allée, en fait, nous avons la chance à l'université Lyon 1 d'avoir une collection de minéralogie qui se trouve dans le bâtiment Lippmann et dont le responsable est mon collègue Gérard Panzer. Et donc, en fonction de nos objets du quotidien, donc j'ai eu la chance de pouvoir aller chercher dans cette collection de minéraux des illustrations en fait des minéraux qui rentrent en fait dans la composition de nos objets du quotidien. Et puis je l'ai complété également par quelques objets que j'avais dans ma collection personnelle. J'ai voulu cette séance assez illustrative, c'est pour ça que vous avez en fait des objets en fait disposés tout le long de la table, et on va en fait se déplacer progressivement depuis notre petit déjeuner et ce que nous utilisons pendant nos repas jusqu'à nos lectures du soir, d'accord ? Pour vous montrer que voilà, tout au long de la journée, on va avoir besoin de minéraux. Ce dont je ne vais pas traiter spécifiquement, c'est vraiment les questions, plusieurs points. Les questions d'enjeux énergétiques seront traitées dans une autre séance. Je ne vais pas traiter non plus en fait des matériaux et des minéraux qui sont nécessaires en fait pour nos infrastructures collectives. J'entends par là les routes, les ponts, tout ce qui va concerner les lignes téléphoniques, enfin tout ce qui est infrastructure publique. Je ne vais pas non plus parler en fait de tout ce qui est lié en fait à la construction des bâtiments. Tout ce qui est nécessaire en fait dans les cimenteries, comment fonctionnent les cimenteries. Il y aura une séquence un peu plus spécifique sur les problématiques justement de construction. Donc maintenant que je vous ai dit ce dont je ne vais pas parler, mais ça me paraissait important de le faire, je vais vous poser en fait une petite question. À votre avis, de combien de minéraux différents avons-nous besoin au cours de notre journée? C'est-à-dire si je ne les ai pas, il va me manquer quelque chose dans ma journée. Alors, j'ai pas mis les cliqueurs, etc. Donc, une vingtaine qui lève la main. Ok. Une cinquantaine. Ok. Une centaine. D'accord. Plus? Bon. Eh ben, on va voir à la fin on va voir à la fin de la séance. Ok. Donc, je vais en fait juste un petit peu de définition. Donc, ce qui est un minéral, donc un minéral, c'est pas très pratique cette affaire-là. Je suis vraiment très en l'air. Donc, je vais le faire peut-être avec le pointeur. Donc, un minéral, c'est d'abord une espèce chimique naturelle. Donc, il existe en fait un certain nombre de substances synthétiques, mais dans ce cas-là, on ne parle pas de minéral. On a par exemple dans l'histoire des géosciences ou dans nos investigations de l'intérieur de la Terre en particulier ou des planètes, des structures avec des compositions chimiques qu'on a déterminées, qu'on connaît depuis 50 ans au moins, oui, mais pour lesquelles en fait il n'y avait toujours pas de nom de minéral dans la mesure où ça n'avait pas été trouvé à l'état naturel. Donc ça doit être quelque chose, doit être un objet qui est naturel, avec une composition chimique donnée et qui se présente dans presque tous les cas sous la forme d'un solide cristallin. Un cristal, donc par définition, c'est un solide et les atomes ils sont arrangés de manière régulière selon une disposition fondamentale, selon la loi des groupes. Et on va définir en fait le plus petit élément représentatif
du cristal qu'on va définir en fait la maille élémentaire. Et la répartition en fait de cette maille élémentaire dans les 3 dimensions de l'espace, idéalement, peut conduire à un cristal de taille infinie, sauf si évidemment dans la vraie vie ça n'existe pas de taille infinie. Parfois on a intérêt justement à faire des gros cristaux, mais souvent c'est pas forcément nécessaire. Donc un minéral, c'est une composition chimique donnée, définie, et une structure atomique ordonnée. Donc bon, ça c'est une petite illustration humoristique dans une certaine mesure. Mais je voulais vous montrer, voilà, par exemple, 2 minéraux différents qui ont une composition identique. On les connaît bien. C'est par exemple, donc c'est un élément, donc il y a un seul atome constitutif, le carbone, qui forme à la fois le diamant et le graphite. Donc la composition chimique est identique. En revanche, vous voyez que l'organisation des atomes de carbone, la façon dont ils sont arrangés, est très différente. On a donc en fait là 2 minéraux qui sont différents. Dans la nature, ça arrive très souvent que pour une même composition chimique, on ait en fait des minéraux qui sont différents pour des raisons en fait thermodynamiques assez concrètes. Les atomes vont s'arranger différemment selon ces conditions-là. Donc ça, c'était juste une petite, voilà, petit rappel pour je sais pas, qui connaît pas, qui n'a jamais vu les minéraux. Enfin, si vous êtes là, j'imagine que ça vous intéresse. Mais voilà. Donc dans les minéraux en fait qui vont nous intéresser dans notre vie quotidienne, ce sont des minéraux qu'on va aller chercher en fait dans les enveloppes, enfin ce qui à l'heure actuelle est quasiment à la surface ou quasiment à la surface de la Terre. S'il faut creuser très profond, technologiquement c'est pas forcément possible, et 2, économiquement ça n'a strictement aucun intérêt. Donc on va parler en fait exclusivement des minéraux qui se trouvent en fait dans la croûte terrestre, et ces minéraux vont se former et vont avoir une composition qui reflète évidemment les éléments chimiques qui sont disponibles dans la croûte terrestre. Donc là, vous avez en fait ce petit diagramme qui est très bien fait d'ailleurs sur Wikipédia. J'en ai cherché des mieux, mais c'est celui-ci qui est le plus intéressant. Donc vous avez en fait en ordonnée, en échelle logarithmique, l'abondance relative des éléments par rapport au silicium. Pourquoi est-ce qu'on normalise au silicium dans la croûte terrestre? Parce qu'en fait, c'est l'élément qui est le plus abondant après l'oxygène. Donc ça a un sens en fait de normaliser par rapport à un élément qui est très abondant. Donc par définition, c'est pour 1 million d'atomes de silicium. Donc c'est pour ça que le silicium est exactement à 1 million. Donc on voit en fait qu'on a des éléments qui sont extrêmement abondants, et puis au fur et à mesure en fait que l'on avance dans le numéro atomique, ces éléments deviennent moins abondants, mais ça c'est aussi, enfin, il y a une partie qui est liée à la nucléosynthèse, et puis il y a une partie qui est liée en fait à la formation de la croûte terrestre. Ce qui est intéressant en fait de regarder ici, c'est les couleurs dans lesquelles sont la nomenclature en fait des éléments. On va avoir en fait 3 couleurs. En rouge, on a en fait les principaux métaux qui vont être utilisés en fait dans l'industrie. Et donc en rouge, vous voyez que à part quelques-uns chrome, cuivre, zinc, nickel, qui sont relativement abondants, la plupart d'entre eux vont quand même être assez compliqués à trouver. Et puis après, on a les métaux précieux, donc qui sont en violet, et eux sont ils sont relativement rares dans la croûte terrestre. Et puis après, on a les terres rares qui rentrent énormément en fait dans toutes les technologies que nous utilisons et qui elles sont sur le spectre que vous voyez ici. J'essaie de montrer. Sur le spectre que vous voyez ici, et donc elles ne sont pas très très abondantes non plus. Donc ça c'est un point de vue chimique, et dans la croûte terrestre, on est dans un milieu en fait, dans un milieu au sens des physiciens ou des céramistes, en fait on est essentiellement dans le cas d'oxyde. Donc on est dans une surface de la Terre qui est oxydée, donc on a essentiellement en fait des oxydes qui constituent cette croûte terrestre. C'est pas forcément, il y a d'autres éléments. L'oxygène se balade pas directement avec les gros cations, mais on a, voilà, c'est une classe d'oxyde un petit peu particulière. Ces minéraux, donc, ils vont être reliés, ils vont être assemblés entre eux, puisque en fait, ils sont en général chargés dans le système naturel, donc ils peuvent pas rester seuls. Il faut que
On est toujours l'électroneutralité dans ces systèmes-là. Et donc là, j'ai représenté en fait la distribution dans les grandes classes de minéraux des 6079 minéraux qui sont actuellement validés par la commission de validation des minéraux de l'IMA, donc qui est la International Mineralogical Association. Et donc c'est la liste qui a été publiée, la dernière liste. Il y a un travail qui a été fait l'été dernier lors de une réunion de minéralogie qui était à Dublin. Donc le point a été fait. En septembre 2024, ils ont publié en fait leur dernière liste validée. Et on va en fait, j'ai représenté du coup la distribution de ces minéraux en termes de diversité par rapport à ce qu'on appelle les classes minérales. Donc on va distinguer en fait dans la façon dont on fonctionne en géosciences 10 classes de minéraux. En partant en fait, on va avoir les éléments natifs qui sont ici, les sulfures et apariés, les oxydes et les hydroxydes, les halogénures, les carbonates, les nitrates, les borates, les sulfates et cousins, les phosphates et leurs dérivés, et la très grande classe en fait à la surface de la Terre qui représente la majorité des minéraux, ce sont les silicates, et de façon très marginale, on a quelques minéraux organiques. Ils sont très rares, il y en a moins d'une dizaine. Donc ici, ce que vous voyez, donc on voit bien que dans la plus large partie en fait des minéraux est ici en gris. Donc ça représente. Les couleurs sont bien représentées. Je suis pas absolument certaine. Non, c'est un peu bizarre. Hein. Oui, mais en fait, si on enlève la lumière, ça marche pas avec la caméra. Donc on va essayer de se débrouiller avec ce système-là. Mais voyez, voilà, on a de façon très abondante en fait les silicates. On a des oxydes et on a aussi pas mal on a un certain nombre d'éléments natifs également, et beaucoup d'oxydes et d'hydroxydes. C'est assez équilibré, mais le poids lourd dans le système, ce sont les silicates. Avant d'aller plus loin, donc qu'est-ce que c'est qu'un silicate? J'ai apporté les modèles. Alors j'ai eu la question. Les couleurs ne sont pas tout à fait bonnes puisque on n'a pas de kit de minéralogie pour fabriquer les modèles de ce type-là. Ce sont des kits en fait de chimie organique. Donc j'ai bien mis l'oxygène en rouge. En revanche, le cation du centre, il a une couleur variable en fonction de ce que j'avais dans mes boîtes. Donc voilà, il n'y a pas de signification particulière, sauf que systématiquement dans mon système ici, c'est un ion silicium. Donc qui est chargé avec 4 charges positives. Les atomes d'oxygène en fait ont chacun 2 charges négatives, ce qui fait que cet élément qui est la brique élémentaire, hein, vous voyez ce petit tétraèdre, donc qu'on appelle un tétraèdre de silice, il a toujours en fait 4 charges négatives, c'est plus 4 moins 8. Donc il va pas rester comme ça dans la nature, il va s'adjoindre des cations monovalents, divalents, trivalents, et avec une organisation de ce réseau de silicates mais en fait on a des sous-classes de silicates. On en a où le silicate est tout seul, ça va être le cas par exemple de l'olivine, on va pouvoir lui mettre du magnésium, du fer, du calcium et autres. Alors juste du magnésium et du fer pour l'olivine, hein, pas autre chose. On va pouvoir les avoir simplement par 2 en fait. Donc c'est ce qu'on va appeler, donc ça c'est tout seul, donc ça, la racine grecque ça va être des inosilicates. Par 2 en fait, on va avoir des sorosilicates. On va pouvoir avoir des chaînes que j'ai représentées ici. Alors vous voyez, c'est même pas la même couleur de silicium, donc ça ce sont des inosilicates. On a en fait beaucoup de phyllosilicates, donc des silicates en feuillet. J'avais pas assez pour faire des feuillets, donc je vous passerai les feuillets. Et ensuite, il y a des cyclosilicates, mais qu'on verra pas forcément beaucoup dans cette présentation, donc je vais pas en parler. Et après, on a un système, en fait, où tout est relié. Donc, c'est ce qu'on appelle un tectosilicate. Et l'exemple le plus représentatif, c'est le quartz. Donc, uniquement, en fait, avec du silicium et des oxygènes, et tout est coordonné. D'accord? Donc, je vais beaucoup parler des silicates, et ce sont des classes, en fait, des sous-classes de ces classes de silicates.
Pour essayer de s'y retrouver, je vais vous proposer la nomenclature suivante. Donc, je laisse un petit peu de côté les minéraux organiques. Et dans la suite, donc j'ai fait cette petite matrice. Et à chaque fois, je mettrai en fait une petite couleur qui correspond en fait à la classe de minéral dont on est en train de parler. Bon, j'en ai sûrement oublié, mais j'ai essayé de le faire. Voilà. Donc, par exemple, on va parler assez rapidement du kaolin. Et donc le kaolin, donc c'est un silicate en feuillet, donc un phylosilicate. Et à partir de maintenant, bien nous allons commencer notre journée. Nous allons prendre notre petit déjeuner dans notre cuisine. Donc je vais apporter un petit peu ce qu'on a dans notre cuisine, hein. Donc ma tasse de café, ma petite assiette, mes couverts, mon verre. Ça c'est une petite surprise pour vous. Donc, dans la cuisine, en fait, toutes les céramiques ou les porcelaines qu'on utilise n'existeraient pas si nous n'avions pas, si nous ne disposions pas de kaolin, de quartz et de feldspath. Et en fonction, en fait, si on est plutôt dans une poterie, dans une céramique ou dans de la belle porcelaine de Limoges, si je puis dire. On a tendance à dire Limoges en France, mais il n'y a pas qu'à Limoges qu'on fait de la porcelaine. On a en fait besoin de tous ces minéraux-là. Donc là, je vous ai apporté en fait du kaolin, qui vient, donc c'est une argile en fait, et celle-ci, donc j'ai essayé en fait à chaque fois pour tous ces minéraux de prendre des échantillons français. La collection est plus vaste. Donc ça, c'est une argile en fait qui vient de Montereau. Voilà. Donc voilà, c'est une argile. Après la fin de la séance, vous pourrez venir regarder, toucher les minéraux si vous le souhaitez. Donc c'est un phylosilicate. On y met du quartz, la proportion de quartz est variable, et un peu de feldspath dont je ne vais pas trop parler dans cet exposé, mais voilà. Le feldspath en fait permet lui de diminuer la température en fait de cuisson. Pour faire ma porcelaine, comment je vais m'y prendre? Eh bien, je vais faire le mélange de kaolin, de feldspath et de quartz. Je vais laisser sécher et je vais cuire d'abord à moins de 1000 degrés. Je vais obtenir en fait un dégourdi qui est poreux. Et puis après, je vais le vernir ou apporter en fait une couche brillante dessus et que je vais faire cuire à entre 1260, 1300 degrés, voire plus selon la composition exacte. Alors ce processus en fait de fabrication de la porcelaine, donc qui repose en fait, bon, j'ai apporté un feldspath quand même ici, hein, donc ça c'est une belle orthose qui est avec une macle donc qui représente typiquement, qui est caractéristique en fait de ces feldspath, donc qui est potassique dans ce cas-là. Permet d'apporter aussi du potassium dans le système. Et donc je vais en fait faire cuire tout ça. On a l'impression, nous, en fait, que c'est quelque chose qui est assez ordinaire, finalement. Pourquoi je me soucierais de ça? Alors actuellement, bon, on a tout ce qu'il faut pour le faire, mais ça a été, par exemple, un enjeu géopolitique assez important au XVIIe siècle. On pourrait faire un film là-dessus. Hein. Donc le roi Louis XV voulait absolument, donc son collègue prussien avait, lui, ce qu'on appelle donc de la porcelaine dure. Il y avait un enjeu aussi technologique sur ce sujet-là. Donc il voulait lui aussi en fait avoir il voulait avoir de la porcelaine dure. Donc il y a eu des espions qui sont allés en Chine, qui sont revenus, ils étaient censés rentrer en France, ils sont d'abord allés en Allemagne. Voilà, il y a des histoires assez savoureuses sur la chose. Mais voilà, à la fin non, c'est pas le XVIIe, c'est le XVIIIe siècle. On était au point en Europe à la fois, donc dans ce qui est l'Allemagne à l'heure actuelle, une partie de la Pologne, et puis en France également. On n'était pas les premiers, hein, les Chinois travaillaient la porcelaine et la maîtrisaient depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ. J'ai eu la chance en fait d'aller 2 fois en Chine. J'aime bien ces sujets de porcelaine, donc pour ça que j'ai un petit peu rajouté là-dessus. Donc d'abord aller au musée de Shanghai où on voit en fait des objets dans cette vitrine qui sont du XIe siècle. Bon, et des poteries très bien préservées, c'est incroyable, on n'a pas ce genre de choses. Et une coupe ici en porcelaine avec une telle maîtrise que la porcelaine est transparente. Donc c'est pas du verre en fait, c'est de la porcelaine transparente. C'est absolument remarquable. Donc il y a vraiment une vraie maîtrise
Donc au XVIIIe siècle, on était toujours en train de patauger. Au XIe siècle, on avait des choses que, à l'heure actuelle, c'est même difficile de le faire. Et ce mot de kaolin, en fait, le nom du minéral, vient en fait d'une prononciation francisée de quelque chose que je ne prononcerai pas, de Shaolin ou quelque chose comme ça, donc qui désignait une carrière qui est située à Jingzhen, qui est la capitale de la porcelaine chinoise. Alors, si vous voulez mettre un Chinois en colère, et que vous êtes anglais, parlez de China, comme disent nos amis anglo-saxons, pour désigner la porcelaine, ça les met dans une rage monumentale, parce que non, en fait, c'est vraiment de la porcelaine, et China n'est pas, c'est un pays, c'est pas, c'est pas une coupe pour boire son café. Voilà. Donc eux, ils maîtrisent vraiment la manufacture de la porcelaine dure depuis le IIIe siècle après Jésus-Christ. Je suis allée cette année. Alors j'ai eu le privilège d'aller aussi visiter avec des étudiants le musée de la porcelaine à Jingzhen, donc au printemps dernier. Et donc il y a un petit marché, il y a un marché, donc je vais rapporter en fait, voilà, de la porcelaine, du berceau de la porcelaine en Chine, donc faite par une jeune femme qui fabriquait des petits objets. Alors petits, hein, parce que c'est assez cher quand même, pour le coup. Voilà, donc on a besoin de tout ça. Puis bon, les premiers échantillons de kaolin, comme celui-ci, donc ont été introduits en fait en Chine, en France, pardon, donc au XVIIIe siècle par un jésuite qui avait été envoyé en poste justement à Jingzhen et qui avait été prié de rentrer avec le kaolin et avec la recette. Voilà. Donc j'ai pu prendre mon petit déjeuner, j'ai pu boire mon café et couper ma tartine, tartiner ma tartine si je le souhaitais. Qu'est-ce que je fais avec mon kaolin? Avec mon kaolin, je vais faire beaucoup d'autres choses. Si j'ai pas de kaolin, je ne vais pas je vais pas pouvoir mettre mon papier dans la photocopieuse, par exemple. Je vais pouvoir prendre du papier sur lequel j'écris, mais mon papier ne passera pas dans la photocopieuse. Il y a une charge en kaolin dans le papier qui va dans la photocopieuse. Voilà, donc ça sert aussi beaucoup de ce qu'on appelle de charge. Je vais en avoir également dans le scotch. Sinon ça marche pas non plus, hein, ça se délamine pas correctement, ça colle, ça fait des pâtés. Donc il faut du kaolin aussi pour fabriquer un scotch qu'on aime bien, qui se tient bien, on peut bien appuyer. Ça nécessite du kaolin. Pour qu'une peinture soit bien brillante également, il me faut du kaolin. Dans les pneumatiques de ma voiture, il y a aussi une charge en kaolin. Dans tous les mastiques, il y a une charge en kaolin qui va varier, hein, de quelques pourcents à 70%, ça dépend de ce que vous voulez faire avec le mastic. Alors, je suis pas une spécialiste du coup des usages industriels, hein, on se met bien d'accord. Et si vous voulez vous faire un masque de beauté, donc vous avez des masques avec du kaolin, et après il y a aussi d'autres argiles qui servent. Je suis restée sur le kaolin. Mais vous avez besoin d'argile de façon générale et pas que en fait dans la porcelaine. Donc vous voyez qu'il y a déjà beaucoup d'objets du quotidien qui vont nécessiter donc du kaolin, qui vont nécessiter des feldspaths et qui vont nécessiter du quartz. On va voir un petit peu donc en France le kaolin et puis aussi dans le monde. Donc vous avez ici, on voit pas grand chose, hein. Pour ces cartes, donc elles passent pas très bien. Donc vous avez en fait à chaque fois les cartes dans lesquelles on voit les carrières principales. Donc ici c'est les carrières de kaolin. Les ronds sont les carrières qui sont actives, les carrés sont celles qui sont fermées, et en triangle c'est celles que l'on pourrait exploiter. Donc une des plus importantes, c'est celle d'Échassières-Beauvoir dans le Massif central. On va voir en fait que cette carrière, en fait, elle est vraiment importante et qu'elle va d'ailleurs être réutilisée pour d'autres aspects. En France, il y a 3 exploitants principaux pour le kaolin, qui sont Imerys, Soka et Sibelco, selon la distribution géographique. Et vous voyez qu'en fait, on voit bien pourquoi le kaolin et les autres argiles sont assez importantes, puisqu'en fait, on va pouvoir les traiter de façon différente. Les produits bruts vont être utilisés en fait dans les charges. Donc, je vous ai parlé de la papeterie, j'ai parlé des peintures, des caoutchoucs, plastiques, mastiques, polymères, fibres de verre, les cosmétiques, la pharmacie, l'agriculture. On va parler de la cosmétique après. La calcination, on va pouvoir en fait faire du ciment, donc je n'élaborerai pas là-dessus. On va pouvoir faire des réfractaires si on calcine plus fort, et puis quand on va calciner à très haute température, on va pouvoir faire les fameuses chamottes
qui vont servir en fait dans tous les mailles qu'on a dans nos maisons. Mais je vais pas parler de toutes ces commodités-là, on va rester là-dessus, on va rester là. Au petit déjeuner ou même dans la journée, je vais avoir besoin en fait d'un verre pour boire. Pour fabriquer en fait ce verre, il va me falloir un certain nombre d'ingrédients. Il va me falloir en fait de la silice la plus pure possible, parce que sinon ça pose des problèmes. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle les agents en fait vitrificateurs. Et au départ, en fait, quand la technologie n'était pas très bien maîtrisée, on avait que des produits en fait bruts, donc avec du quartz. Je crois que j'ai même pas apporté de quartz. On a du quartz, mais maintenant, en fait, au fur et à mesure que la technologie est maîtrisée, on rajoute en fait ce que l'on appelle du calcin. C'est du verre recyclé broyé. Les entreprises qui sont les plus performantes sur le sujet, à l'heure actuelle, elles arrivent à intégrer jusqu'à 80-90% de calcin dans leur production. Donc on a un effort de recyclage qui est assez important sur ce sujet-là. Et puis dans les agents après il nous faut des agents modificateurs de réseau. Donc on va avoir de la soude, de la potasse, des stabilisants, de la chaux, de l'alumine, de la magnésie, qui représentent à peu près la magnésie, c'est pas exactement comme ça dans minéralogie, mais enfin je l'ai laissé tel quel. Et après, on va modifier en fait la composition en fonction du verre que l'on veut. Si je veux un verre ordinaire, si je veux un verre qui résiste qui a une faible dilatation thermique, c'est le Pyrex ou le borosilicate par exemple, ou les plaques vitrocéramiques, je vais modifier en fait la quantité. Donc ça, j'ai pris donc sur un site d'un verrier. Donc vous avez un petit peu, par exemple, donc ça c'est un truc un peu particulier pour un verre teinté de champagne spécifiquement. Donc pour faire à peu près une tonne, donc il faut pas mal de sable pour plus des deux tiers. Le fondant, donc qui est le carbonate de sodium, des stabilisants, donc du calcaire, donc ça va être du carbonate de calcium. Il va utiliser une roche aussi. Je ne vais pas trop parler des roches ici. Du laitier, donc qui est un produit en fait qui résulte de la formation de la fonte, du sulfate de soude. Et là, en fait, il faut des colorants. La question des colorants, elle est assez sensible. Faire des verres de coloration différentes, c'est vraiment, à la fois c'est très scientifique, mais c'est assez subtil en termes de maîtrise de ce que l'on met dans le verre pour rectifier les teintes. Il y a beaucoup de constituants secondaires. En France, qu'est-ce qu'on a? On a en fait 8,2 mégatonnes qui sont extraits de 44 carrières différentes et qui sont essentiellement pour l'industrie verrière française. La France, c'est le troisième, donc l'industrie verrière. Alors pas la silice directement, hein, mais l'industrie verrière, c'est quand même la troisième rang mondial par ses exportations. On en a aussi beaucoup pour la métallurgie, le ferrosilicium en particulier. La France est la 4e puissance productrice de ferrosilicium. Donc, de ce fait-là, c'est une raison pour laquelle, en fait, on a de la silice et on l'exploite de façon assez importante. Les exploitants principaux, on les retrouve. Donc, Sibelco, qu'on avait vu aussi pour le kaolin, Imerys, qu'on avait vu également, sont des grands acteurs importants, en fait, dans le domaine minier. Samine et puis Fulchiron. Et il y a 34 carrières exploitées donc en 2023, ça c'est les chiffres de 2022, on a diminué en 2023, il y en avait 68 en 2013, pour des questions en fait de rendement économique. Et la production mondiale, elle est assez difficile à chiffrer, mais on l'estime à environ 353 mégatonnes par an, et les plus gros producteurs sont la Chine et les États-Unis. Et donc en France, vous avez en fait là les différentes sites de production de sable, et la couleur en fait dépend du contexte géologique dans lequel ce sable très riche en silice, aussi riche que possible, est extrait. Donc on va avoir par exemple des grès ici, on va avoir beaucoup de sous-produits de kaolin,
On va avoir des systèmes hydrothermaux, on va avoir, on a donc un certain nombre voilà, de choses différentes. On en a donc on en a en fait, mais vous voyez massivement, on en a dans les bassins, dans les grands bassins sédimentaires, pour tout ce qui va concerner en fait les roches meubles. Et puis après, on va en avoir dans donc ici c'est aussi le bassin de Paris. Et après, on en a un petit peu dans le massif central. Donc toutes ces carrières qu'on a dans le bassin de Paris, c'est lié à un niveau particulier qui s'est déposé il y a environ 40 millions d'années, qui s'appelle le rupélien et qu'on trouve en fait donc qu'on trouve ici, qu'on va trouver aussi en Alsace et qu'on va trouver en fait dans le fossé du Rhône. Si je veux en fait modifier mon verre pour pouvoir travailler, donc je vais avoir besoin de la chaux. Donc la chaux, elle est obtenue en fait par calcination de la calcite ou de la dolomite en fonction de ce que l'on a. Donc ici, je vous ai apporté un très joli monocristal de calcite, donc avec une qualité optique. C'est pas celui qui sert dans les verres, on est d'accord. Mais on est là. Donc tous ces modificateurs, en fait, ils vont faire partie plutôt donc de la classe des carbonates. Hein. C'est des oxydes de carbone, donc CO3. Avec du calcium ou du magnésium en particulier. En ce qui concerne la soude, de façon contre-intuitive, elle dérive aussi en fait du carbonate de calcium par un procédé que les chimistes locaux doivent bien connaître puisque ça avait été inventé ça a été une réaction qui a été proposée et largement industrialisée par Solvay. Donc on produit par réaction en fait du carbonate de calcium, donc ou de la calcite avec du sel. Cette réaction permet en fait de produire du carbonate de sodium. Donc ça a rendu Monsieur Solvay extrêmement riche en particulier pour ce procédé-là, et ensuite il a fait largement du mécénat pour la science. Où trouve-t-on en fait ces carbonates en France? Donc je vais devoir me reculer une nouvelle fois. Tout ça, c'est alors hors usage cimentier, hein, on est d'accord, c'est uniquement pour ce dont on a besoin dans notre vie ordinaire. En France, on extrait à peu près 24 mégatonnes de carbonate de calcium principalement, dans 63 carrières, et 6,2 mégatonnes sont pour la chaux à usage industriel, pas à usage pas pour le béton, pas pour le ciment, pas pour le béton. C'est de fait le minéral industriel qui est le plus extrait en France. Et il est destiné voilà, à l'industrie verrière. L'approvisionnement national est assez vital. L'exploitant français dominant est Omia, avec une filiale. Et voilà. Il y a 63 carrières qui sont 60 carrières exploitées en 2023, contre 87 en 2015. C'est un sujet sensible, dans la mesure où, en fait, si on est petit hein, par rapport à la production mondiale, mais vous voyez qu'en fait, la moitié de la production mondiale vient de la Chine et ensuite d'une diversité de pays producteurs. Donc, on va voir au fur et à mesure que cette question, en fait, de l'approvisionnement pour réaliser, en fait, les objets dont on a besoin peut devenir quelque chose d'assez sensible. Là, la Chine, c'est un peu plus de la moitié, mais le reste, en fait, c'est diversifié. Donc, jusque-là, ça va bien. Pour mon verre de jus de fruits ou d'autres, par exemple, si je voulais un verre en Pyrex, à ce moment-là, je vais rajouter du borax. Donc ici, donc du borax c'est une photo de borax de Californie, et je ne crois pas que j'en avais dans la collection du borax. Si je veux, par exemple, du cristal. Le cristal nécessite en fait une charge en oxyde de plomb de l'ordre de 24%. Donc, il va me falloir en fait de la cérusite qui va se retrouver calcinée. Donc, la cérusite, normalement, on en avait. Et elle est là, c'est la cérusite. À l'heure actuelle, donc, la question en fait du plomb, du carbonate de plomb qui est utilisé au départ, ça pose quand même des problèmes de santé publique, le plomb étant quand même pas extrêmement bon à la santé. Et donc, à l'heure actuelle, il y a vraiment des recherches très avancées pour fabriquer en fait du cristal, donc avec
la densité qu'on lui connaît. Hein, je rappelle, un verre en cristal, ça brille beaucoup, c'est dense, on peut le tailler, etc. Et donc des industries, par exemple, des entreprises comme Baccarat ont en fait développé, mais c'est tout récent, du cristal sans plomb, pour des questions en fait de santé pour les clients, mais également pour les maîtres verriers, les souffleurs, etc. C'est quand même mieux c'est mieux pour eux. Donc juste pour revenir sur nos petits diagrammes, donc la cérusite, donc c'est un carbonate de plomb, donc elle se retrouve ici dans la classe des carbonates. Le borax va se retrouver ici, donc à ce niveau-là, donc dans les borates et compagnie. Dans la cuisine, dans nos sociétés occidentales, nous ne mangeons pas avec les doigts, nous mangeons avec des couverts. En général, souvent c'est des couverts en inox parce que c'est assez pratique. Et donc pour fabriquer en fait mes couverts en inox, eh bien il va me falloir, donc bon, ça c'est la chaîne de fabrication en fait de la fonte qui est au départ, à laquelle en fait je vais ajouter du chrome, du nickel pour l'aspect brillant. Il faut que cet acier en fait soit très faible en carbone, donc c'est un peu plus compliqué à fabriquer. Et il va me falloir en fait pour ce système-là, il va me falloir en fait des oxydes donc de fer, de l'hématite, des oxydes ou hydroxydes de nickel. En les fers, je pense que vous avez entendu parler des mines de fer de Lorraine, même si elles ne sont plus exploitées parce que leur teneur, la minette de Lorraine, n'était pas très riche en fer. Pour tout ce qui va concerner les oxydes ou silicates de nickel, on va en fait largement se reposer sur le minerai de Nouvelle-Calédonie, qui est riche en nickel, donc dans un minéral plus spécifiquement qui s'appelle la népouite, que plus généralement on peut appeler parfois la garnierite, c'est le nom historique. Et pour le chrome, eh bien on va utiliser de la chromite que j'ai ici, mais que j'ai mis ailleurs dans le système. On verra du coup la chromite quand on parlera du téléphone, mais elle est ici. Voilà. Donc on a des minéraux en fait divers et variés dont on va avoir besoin tout au long de notre journée. Je fais le point en fait sur le nombre minimal de minéraux différents dont je vais avoir besoin juste en fait pour prendre mon petit déjeuner. Au moins 15, à minima, déjà pour commencer. Donc c'est déjà pas mal. Donc je vais donc continuer. Ah oui, j'ai mis, n'oublions pas évidemment le sel de cuisine. Donc là, si je fais un œuf à la coque, donc n'oublions pas la halite. Donc la halite fait partie de la famille donc des chlorures. C'est une ressource qui est extrêmement abondante, soit exogène, soit inigène. À l'heure actuelle, le sel de cuisine qu'on achète la plupart du temps provient en fait de marais salants, donc c'est un exemple de ressource parfaitement renouvelable. Et puis dans d'autres pays, on en extrait aussi de mines souterraines, mais c'est plutôt pour d'autres usages. Le tonnage en France actuellement, donc c'est environ 5,5 mégatonnes pour des besoins nationaux qui sont à 7,5 mégatonnes, donc ça veut dire qu'on en importe un peu, mais pas trop. Les exploitants principaux sont Solvay pour la chimie et Salin CSME, donc pour les mines en fait qui vont se trouver dans le secteur en fait de la Bresse, du fossé bressan. Il y a une quinzaine de sites en exploitation à l'heure actuelle. La production mondiale, elle est évidemment beaucoup plus importante. Le plus gros producteur, c'est la Chine. Mais vous voyez qu'on était pour d'autres produits à soit plus de 60% pour la Chine. Là, on est à un peu moins d'un quart et une diversité de pays. Donc là, tout va bien. Il n'y a pas de problématique de tension sur les ressources. Ce sel, en fait, il n'est pas exclusivement utilisé pour le sel de cuisine. Je vous en ai parlé. Il est utilisé, en fait, pour faire de la soude et autres produits. L'acide hypochlorhydrique, le bicarbonate qui rentre dans les produits ménagers qui sont illustrés ici. Donc on a beaucoup besoin de sel dans le système. Donc vous avez ici un beau cristal de halite, donc qu'on va appeler en fait, qu'on appelle parfois encore le sel gemme. Donc c'est presque un monocristal de NaCl. Donc il y a une structure en fait cubique.
Ce qui fait que voilà, on a ces beaux cubes en fait de sel. Là, c'est un gros cube, mais si vous faites précipiter du sel, vous mettez de l'eau salée sur votre radiateur, vous allez avoir une poudre, mais si vous la regardez un petit peu en détail, vous verrez que chaque petit cristal est un cube. Il a exactement la même forme. C'est exactement en fait ce qu'on appelle la définition du cristal. C'est-à-dire qu'on va, peu importe l'échelle à laquelle on va regarder, on va retrouver en fait la géométrie du cristal, si on a un monocristal. Ce sera la même chose en fait pour la calcite que j'avais apportée ici. J'ai fini mon petit déjeuner. Donc, mon petit déjeuner, donc je vais passer me brosser les dents dans la salle de bain. Donc, pour me brosser dans la salle de bain, je vais ouvrir mon tube de dentifrice qui contient évidemment beaucoup d'eau et des excipients, des agents abrasifs, mais pas trop. Souvent, c'est une combinaison en fait de silice et de kaolin. Alors, je reviens en fait sur les mêmes minéraux dont j'avais besoin au petit déjeuner. Et je vais avoir, en général, on rajoute maintenant 1000 ppm environ, donc partie par million, d'un composé fluoré anticarie qui dérive en fait d'un minéral qui est la fluorite. Donc j'ai une fluorite normalement quelque part que je vais retrouver. On va la retrouver. Je ne la vois pas tout de suite, mais il nous faut donc de la fluorite. Donc je rajoute à nouveau un minéral supplémentaire dans ma liste des indispensables. Donc qui fait partie. Donc la silice et le kaolin, je les ai mis donc ici. Donc ce sont des silicates. Et puis ici, j'ai les halogénures auxquelles sont associées les fluorures. La fluorite dans le monde, alors pour le coup, c'est un minéral qui est stratégique. Alors pas pour le dentifrice. Il est stratégique en fait pour l'industrie chimique d'une part, pour fabriquer en fait l'acide fluorhydrique qui permet de dissoudre beaucoup de choses. Et surtout, en fait, il est largement indispensable pour tous les fluides réfrigérants, que ce soit les hydrofluorocarbones ou les perfluorocarbones. Tous, en fait, nécessitent, en fait, de la fluorite dans leur fabrication. Et aussi pour les aciers spéciaux. En France, le tonnage actuel produit est nul. Il n'y a plus de mines en exploitation. Il y avait jusqu'à 70 mines actives en France au cours des dernières 100 années, ou à peu près. On en a produit jusqu'à 11 mégatonnes par an. Les dernières mines du Tarn ont fermé en 2006. La production mondiale, elle est de 8,4 mégatonnes, dont 65% produits par la Chine. Et donc, on est dans une situation de dépendance. Alors, vous voyez donc ici où se trouvaient en fait les différentes mines de fluorite en France. Donc, ce que l'on voit en fait, c'est que toutes ces mines de fluorite, en fait, on va les retrouver systématiquement dans les massifs, les massifs géologiques les plus anciens en France. Donc, ça nécessite en fait la circulation de fluides hydrothermaux pour pouvoir fabriquer naturellement cette fluorite, pour qu'elle se mette en place. Si la question devenait critique, par exemple, on a un gros souci diplomatique avec la Chine, à ce moment-là, le prix pourrait remonter, ça pourrait devenir très critique pour nous, on pourrait remettre en exploitation certaines de ces mines, qui ne sont pas épuisées, mais qui ne sont pas rentables économiquement, compte tenu du prix actuel de cette commodité. Donc c'est pas parce que des mines sont fermées que c'est définitif. Bon, ça coûte cher de les réouvrir, mais si c'est indispensable, alors il y a un intérêt économique et on le fait. Dans ma salle de bain, beaucoup de mes cosmétiques. Alors, si j'ai un shampoing antipelliculaire, alors c'est pas exactement des minéraux là pour le coup. Il va contenir en fait de la perlite, donc qui est une roche volcanique très très poreuse, du kaolin et aussi de la silice poreuse qui est issue en fait de diatomites, qui sont ces petites algues unicellulaires dont le thé et en silice, et dans une silice qui est extrêmement pure, poreuse, donc qui est tout à fait adaptée à la cosmétique. Ma crème hydratante, où mon lait va contenir en fait du talc. Donc c'est le talc, pour information, donc dans l'échelle de dureté des minéraux, c'est le minéral qui est le moins dur.
Donc vous avez ici en fait un très joli minéral de talc qui vient de Briançon dans les Hautes-Alpes. Voilà. C'est pas là qu'est extrait le talc à l'heure actuelle. Donc si je fais le bilan, hein, déjà je sors de ma salle de bain, j'ai déjà utilisé 19-20 minéraux différents. Le talc en France, c'est vraiment c'est une activité minière importante. C'est 6% du marché mondial, donc c'est beaucoup hein, pour la France. Donc 450 000 tonnes exploitées chaque année. La plus grande mine à l'heure actuelle est située en fait à Luznac, ce qu'on appelle donc la mine de Trimons, où est-ce qu'elle est? Donc dans les Pyrénées, dans le Tarn, je crois. Donc elle se trouve ici dans l'Ariège, pardon, autant pour moi. Et la réserve de Luznac, de façon générale, est estimée environ à 26 mégatonnes. Et donc ça assure pour ce site-là, cette carrière-là, donc cette mine carrière, c'est une mine en plein air, hein, donc elle a 60 ans ou plus. La production mondiale est de 7,3 mégatonnes, et on a en fait la Chine qui est toujours l'Inde, qui est le plus gros producteur cette fois-ci, la Chine un petit peu moins, et le reste, les autres ressources se sont réparties, donc c'est pas tout à fait critique. Ce qui est intéressant en fait, c'est de voir un petit peu comment cette photo aérienne est intéressante, permet de voir un petit peu comment les industries minières en France, puisque vous voyez qu'on va avoir besoin de beaucoup de minéraux, comment est-ce qu'on essaye en fait d'avoir un environnement assez propre. Ici, donc, vous voyez, donc en blanc, c'est évidemment la partie qui est exploitée, et puis vous voyez, alors peut-être pas très bien, des étages qui sont verts. Donc les entreprises en fait maintenant font vraiment un gros travail. Enfin, elles sont obligées par la réglementation française. C'est pas partout pareil. Hein. C'est vraiment typique de la France. Donc les verses, donc ce qui est les débris en fait, ce qui n'est pas utile, les déchets de la mine si vous voulez, sont regroupés ce qu'on appelle les verses. Et ces verses en fait sont organisées, vous voyez ici en plateau. Et puis elles sont végétalisées pour s'intégrer au paysage et éventuellement pour d'autres usages ultérieurement. Parfois, on a des endroits où on voit du motocross ou des choses qui se développent une fois que toute l'exploitation est terminée. On verra que c'est pas parce que ça s'arrête que ça ne recommencera pas. Alors, des usages du talc un peu moins anticipés peut-être de votre part. C'est vrai que le talc, on dit voilà, les bébés, tout ça. On a un peu de notion que le talc va avec, il y en a pour l'hygiène. Mais vous allez en fait en avoir dans tous les bonbons. Alors, je ne vais pas citer de marque, hein, mais bon, vous les reconnaissez à peu près, là. Donc, sinon, ils collent. Il faut du talc. Donc, il y a du talc, en fait, dans les sachets, pour que les bonbons ne collent pas. Vous allez en avoir, en fait, tous les comprimés. Si vous prenez des médicaments, des cachets, ou des gélules, en fait. Il y a beaucoup de talc pour maintenir l'ensemble au sec et pour que ça colle pas. Donc, il y en a dans les médicaments. Il y en a également dans tous les livres, en fait, qui ont des pages brillantes. C'est le talc, en fait, qui assure la brillance des catalogues avec du papier de belle facture, ou les magazines un peu genre Géo ou autres, enfin, les magazines de bonne qualité, ça nécessite du talc. Et quand vous allez rentrer dans votre voiture, vous verrez votre tableau de bord de façon différente. Donc c'est effectivement du polymère, hein, donc du plastique, hein, mais ce plastique est additionné de 40%, il contient en fait 40% de talc. C'est pour ça qu'il est bien doux. Vous pourrez venir toucher le talc, voilà. Donc on a besoin finalement de pas mal de talc aussi, de façon peut-être moins anticipée pour les tableaux de bord des voitures. Là, on avait des minéraux, finalement, dont on a parlé, qui étaient des minéraux, je vais dire, pas très critiques, ils sont en abondance un peu partout, et les éléments, en fait, qui sont mobilisés dans ces minéraux, donc ça va être le magnésium, le calcium, le silicium, on va avoir un peu de fer éventuellement. Des minéraux c'est des éléments chimiques qui sont extrêmement abondants dans la croûte terrestre. Donc il faut que les processus géologiques les aient un peu purifiés pour qu'il y ait un intérêt économique, et qu'on puisse extraire dans de bonnes conditions sans avoir des déchets de façon monumentale, mais ils sont relativement abondants. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet avec cet objet-là. Mon téléphone portable. Voilà un petit peu l'allure de mon téléphone portable dans une version simplifiée.
Mon téléphone portable a au minimum besoin d'une douzaine de minéraux différents pour être fabriqué. Donc ça, c'est une affiche qui est très intéressante, donc qui a été en fait publiée par la British Geological Society, qui est pour l'année des ressources, qui devait être en 2015 ou quelque chose comme ça. Et donc, elle est affichée dans les couloirs de notre bâtiment de géologie. Donc, je vais avoir en fait besoin pour mon smartphone dans cette version vous voyez ici, je vais avoir besoin en fait, donc le borax pour le bore, on l'a déjà vu. Je vais avoir besoin de palladium native, j'en ai pas apporté, j'en ai pas. Hein. Je vais avoir besoin de tungstène que je vais trouver en fait sous la forme de wolframite. Et j'ai de la wolframite. J'en ai. Je suis sûre et certaine. Elle est où? Pop. On va la retrouver. Ah, elle est là, voilà. Donc il y a un oxyde de tungstène. Je vais avoir besoin également de graphite. Donc le graphite, je l'ai mis ici. Donc vous avez des très jolis échantillons en fait de. Alors ça c'est un peu plus limite graphite charbon, donc c'est pas très cuit. Le graphite, il doit vraiment avoir été pour être en qualité graphique, avec des feuillets parfaits, sans défaut, très utile pour l'industrie, chimiquement bien pur, pas trop d'azote, pas trop d'hydrogène ou d'oxygène, et donc ça veut dire qu'il a été cuit à très haute température par le métamorphisme, donc les changements de conditions de pression et de température, plutôt la température, ce qui concerne ici. Donc vous avez un très joli échantillon de graphite qui vient de Loisan. Je vais avoir besoin également, donc voilà la liste de quartz, on l'a déjà vu, de monazite. Alors ça c'est un minéral sympathique, parce que c'est un minéral en fait qui contient en fait de très nombreuses terres rares qui sont utilisées en fait dans l'industrie en fait électronique. Ici vous avez un échantillon de monazite. Nous allons avoir besoin également de cassitérite pour l'étain. Est-ce que j'en ai de la cassitérite? Je ne suis pas sûre. Nous avons besoin d'or natif. Alors ça, c'est un échantillon en fait qui contient un petit peu de l'or. Il me l'a mis où? Ah non, on l'a pas sorti, il n'était pas là. De la bauxite pour l'aluminium. L'échantillon bauxite. Et là, en fait, ce sont des oxyhydroxydes de fer. Bauxite, c'est le nom de la roche. Les minéraux qui sont à l'intérieur sont variés. On verra ça tout à l'heure. Je vais avoir besoin en fait de spodumène pour le lithium. J'ai un joli échantillon de spodumène, il est tellement joli que là j'ai pris de la lépidolite, mais c'est pas très grave. Donc là j'ai pris du spodumène ou de la lépidolite. Donc l'épidolite, ça vient parce que effectivement, donc c'est ce joli minéral en fait. Vous voyez qu'en fait il est en écaille, donc des lépices qui sont là. Donc c'est un minéral donc qui est très riche en lithium. Il y a en général pas qu'un seul minéral qui contient l'élément dont on a besoin. Du tantal, je crois que j'en ai pas ici, de la chalcopyrite, de la sphalérite et je vais avoir besoin en fait de béryl pour le beryllium. J'ai de la chalcopyrite, ici, j'ai de la pyrite ici, voilà. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment, et ça c'est le minimum pour votre téléphone portable. Donc ça, c'est une version, on va dire, sympathique du téléphone portable. Si je regarde un peu plus en détail le téléphone portable, donc ça, c'est une version en fait qui a été proposée par le CEA, un peu plus en détail du téléphone portable. Dans votre téléphone portable, vous avez besoin en fait de minéraux qui vont vous apporter à peu près la moitié du tableau périodique des éléments. Donc c'est vraiment très très conséquent. Et vous voyez l'évolution en fait du nombre d'éléments chimiques dont vous aviez besoin, de matériaux dont vous aviez besoin pour un téléphone classique en 1950, c'était 12, 30 pour 1990 et 60 à l'heure actuelle. Bon, une fois qu'on aura couvert le tableau périodique, on y sera arrivé. Mais tous ces éléments qui sont là, à votre avis, combien, quand on les extrait, avant de les processer, pour les mettre dans un téléphone portable, même déjà un peu raffiné, combien ça coûte à votre avis? Vous achetez votre téléphone portable, on va dire, à quelques centaines d'euros. Bon,
pas chipoter, hein, mais... Combien? €1. Donc, vous voyez qu'il faut que les mines, quand même, ça soit vraiment rentable pour que vous puissiez avoir votre téléphone portable et puis que les vendeurs fassent leur marge. Bon, c'est pas tout à fait aussi simple que ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de technologies, beaucoup de composants, en fait. Donc, on a besoin de ces minéraux purs, mais ensuite, il faut les assembler, il faut faire les connexions, etc., les cartes graphiques, les écrans qui sont assez spécifiques, vous avez envie que votre écran soit bien, etc., toute l'électronique qui va dedans. Donc, c'est quelque chose qui est assez important. C'est pour ça que je l'ai mis au milieu, hein. C'est un vrai glouton de minéraux, d'accord. Donc là, les 12, c'est la version un peu sympathique, pour pas donner mauvaise conscience aux gens. Mais dans la réalité, c'est bien plus que ça. Donc le message, c'est gardez vos téléphones, ça sera bien, le plus longtemps possible. Et donc, ça devient évidemment toutes ces affaires-là pour un téléphone portable, mais vous imaginez bien que si c'est pour l'électronique d'un téléphone portable, ça va être également pour l'électronique de notre défense nationale, ça va être pour l'électronique tout ce que vous voulez. Et donc, ça peut devenir rapidement un sujet sensible. Donc, on définit en fait, dans les matériaux ou les minéraux, on va définir en fait, il y a un paramètre qui va être la criticité et un paramètre relié au stratégique. On dit pas, il n'y a pas de nom pour stratégie. Donc, un matériau est dit critique quand la difficulté de son approvisionnement est sujet aux aléas peut entraîner en fait des impacts assez forts sur l'économie. Donc, j'ai pas ce minéral-là, je sais pas comment le remplacer, je peux plus produire. Un matériau, donc la Commission européenne, depuis 2011, en fait, tous les 3 ans, dresse une liste de ces matériaux ou minéraux critiques. La dernière a été publiée en 2020. Et aujourd'hui, il y en a 30 dans la liste que j'ai trouvée, donc qui était la liste de 2020. Sur l'article du CEA, il mentionnait 45, donc je suis pas très sûre. Mais enfin, là, je l'ai pris sur le site. Ce tableau-là vient du rapport de la Commission européenne pour le Parlement européen. Donc, on peut estimer que je pense que ça doit être la bonne. Enfin, je vais vous dire, si vous trouvez un autre nombre. Et un matériau, donc, est stratégique lorsqu'il est indispensable à la politique économique et énergétique et à la défense d'un pays. Pour ce faire, la France s'est dotée, en fait, d'un comité pour les matériaux stratégiques qui s'appelle le COMES et qui, par rapport à la liste qu'on a là, en a rajouté à peu près 13. Donc on voit que ça devient, si les mines, en fait, et toute l'extraction était un sujet qui était devenu assez... c'est un truc de vieux, enfin, on va plus avoir besoin de ces choses-là, etc. Non, en fait, on a toujours été dans le cœur du sujet. On pouvait importer parfois pas cher, mais dans des conditions d'exploitation aussi qui étaient assez discutables. Donc il y a un sujet aussi sur la traçabilité de ce que l'on importe, les minéraux qui sont issus de conflits, les minéraux qui sont exploités par des personnes dont le droit n'est pas respecté. Donc tous ces sujets-là maintenant rentrent en compte. Donc comment est-ce qu'on évalue la criticité d'un minéral ou d'un approvisionnement? Bon, bah, évidemment, on va partir de sa disponibilité géologique, puis la façon en fait dont on va pouvoir le processer dans une certaine mesure. Et puis il va y avoir en fait ces 3 points-là qui sont extrêmement reliés en fait à la diplomatie. Donc c'est pas complètement indépendant, on est dans la géologie, mais il y a aussi une partie de diplomatie. Concentration géographique des ressources, j'ai commencé à vous mettre un peu sur la voie. La concentration géographique de la production minière et du raffinage. Et puis après, les problématiques de restriction libre au commerce de la matière première. Il peut y avoir des pays en fait qui retiennent certains éléments ou certains minéraux ou minerais. L'existence de problèmes environnementaux spécifiques à la filière, par exemple l'extraction de l'or. Pour le moment, ça nécessite c'est un environnement qui est assez polluant, donc il faut arriver à trouver des sujets qui nous permettent de faire les choses autrement. C'est évidemment lié au taux de croissance et à la demande. Et un sujet qui va devenir de plus en plus important, c'est le taux de recyclage en fin de vie. Je ne vais pas trop en parler, juste un tout petit peu sur certains aspects. Et donc l'évaluation de la criticité,
se fait en fait à partir de diagrammes de ce type-là, qui représentent donc en abscisse l'importance économique et la vulnérabilité en fonction donc du risque des approvisionnements. Donc vous avez la façon en fait de faire binaire, donc une matière critique ici évidemment dans le cadran en bas à gauche, il n'y a pas de criticité. Ici c'est non critique mais il y a un risque sur l'approvisionnement. Ici on est à haut risque, on coche tous les cases. Et puis ici donc c'est non critique mais il peut y avoir notre industrie peut être assez vulnérable à cela. On peut aussi voir les choses de façon moins binaire. Donc il y a une matrice de criticité par Gradle et al. Avec 4 grades sur l'impact d'une restriction d'approvisionnement ou les risques sur l'approvisionnement. Donc sur ces 4 cadrans. Et donc là vous avez en fait toutes les terres, la position en fait des terres rares dans cette matrice de criticité. Donc on est quand même toujours dans du jaune ou du rouge. C'est pas idéal. Et ça, c'est pour la France, hein. D'accord? Donc, en 2017, vous avez une version plus... donc, tout ce qui est en bleu, en fait, ne pose pas de problème. Tout ce qui est en rouge, ici, pose des problèmes. Ce sont des matières premières, donc critiques. Vous avez l'antimoine, le phosphore. Le tungstène était situé là. En 2017, il est monté à peu près au niveau du beryllium et de l'indium au cours des dernières années. Donc, vous voyez qu'on a quand même... dans notre industrie française et pour notre vie quotidienne confortable, avoir les ressources dont on a besoin, être en sécurité, on a quand même une criticité sur un certain nombre de ces minéraux. Je vais prendre par exemple le cas du tungstène, donc qui est intéressant puisque ça a évolué assez rapidement finalement, sa criticité a augmenté, en particulier parce que le risque d'approvisionnement a augmenté. Sur le tungstène, donc évidemment, du coup, le Bureau de recherche géologique et minière français, donc qui est notre organisme, vous connaissez peut-être le US Geological Survey, donc ou le British Geological Survey, donc ce sont ces instances en fait qui sont chargées des cartes géologiques et de répertorier les ressources du sous-sol des différents pays. Donc publie en fait des cartes. Elle va publier ces cartes au fur et à mesure pour presque tous les minéraux ou les choses critiques, les éléments critiques. Là, c'est un premier test en fait qui a été fait donc en 2021 pour le tungstène parce que ça devenait justement critique. Donc on reportait en fait la taille du gisement. Alors, c'est pas exploité en France nécessairement, mais c'est tout ce que l'on pourrait exploiter si on se retrouvait dans une situation où le risque d'approvisionnement devient insupportable. Dans ce cas, économiquement, je ne sais pas si ça serait rentable économiquement, mais on en aurait absolument besoin et il faudrait le faire pour notre sécurité. Donc on a ce genre de situation. Et pourquoi on a ce genre de situation? Donc vous voyez ici en fait les différents usages du tungstène. Donc ils sont assez importants dans la chimie, dans l'industrie informatique, enfin pas mal de choses. Et la problématique en fait, c'est ce gros cercle bleu. Donc la Chine a actuellement dans ses mains plus de 80% de la production minière de tungstène. Donc elle décide politiquement de ne plus exporter son tungstène, on n'est pas bien. Et dans ce cas-là, on sera très content effectivement d'avoir ces cartes-là et d'avoir toutes les prospections nécessaires pour pouvoir se mettre à exploiter, peut-être avec des rendements pas sympathiques, mais il y a un vrai enjeu sur la mine du XXIe siècle en France pour ces problématiques d'approvisionnement. Le tungstène, c'est vraiment un cas d'école. Et les réserves mondiales, donc en France, on n'en produit pas. C'est 4,4 mégatonnes, avec non seulement la Chine produit 80%, mais c'est elle qui a la moitié des réserves mondiales. Oui. Alors pour lancer une mine, oui, c'est quelques années au moins. Parce que bon, il y a de la législation, on fait quand même pas ça non plus n'importe comment. Donc il y a les permis d'exploration. Et ensuite, il faut mettre en place les infrastructures d'exploitation de la mine. Mais surtout, en fait, et ça on sait faire en France, c'est pas tellement là qu'est la problématique. La problématique, en fait, c'est la technologie, en fait, de raffinage et d'extraction du métal en considération. Et là, on a perdu, en France, on a largement perdu ce savoir-faire là.
suite à la fermeture des différentes mines. Ben, c'est à partir en fait les cartes géologiques, en fait, on les connaît. Donc on connaît en fait. Et puis alors on connaît déjà au premier ordre, on connaît parce qu'on a la carte géologique du monde qui est publiée par l'UNESCO, etc. Donc on sait où est-ce qu'on va trouver un certain nombre d'éléments. Ça c'est une première partie de la réponse. Le deuxième partie de la réponse, c'est que comme pour le pétrole, il y a une obligation en fait de déclarer ses ressources. C'est l'agence. Alors voilà, comme pour le pétrole. Voilà. Donc on a tout dit. Donc il y a quand même une obligation. Ça peut, oui, évidemment, c'est peut-être pas exact, mais ça vous donne à peu près quand même une idée. De toute façon, en superficie, la Chine, c'est un pays qui est gigantesque. Ils ont en fait aussi, géologiquement parlant, tous les terrains dans lesquels on va pouvoir avoir les concentrations de tungstène, les mêmes terrains que l'on connaît en France ou apparentés. Donc, il y a une logique, en fait, on peut recouper les informations. Savoir si la réserve est de 4 mégatonnes, 5 mégatonnes, là il est donné à 4,4. Là ça dépasse aussi mon expertise à moi, qui suis minéralogiste. Mais c'est une vraie question. Donc il y a une identification du coup des ressources stratégiques en France qui pourraient être mobilisées le cas échéant. Donc je vous avais parlé de ce petit minéral, donc la monazite, qui a la bonne idée en fait. Donc c'est un phosphate. Je l'ai mis là. Ouais, c'est un phosphate. Donc il a en fait la particularité de contenir de nombreuses terres rares. Ici j'ai pris donc une monazite riche en cérium de la région de Potosi, donc une grande région minière en Bolivie. Et en fait, il contient en particulier, ces terres rares, elles vont entrer largement en fait dans les aimants permanents, dans les ampoules en fait fluocompactes. Donc, en fonction de ce que vous mettez, vous allez avoir plutôt du bleu, plutôt du vert, plutôt du rouge. Donc, vous voyez que vous allez retrouver en fait les éléments qui sont dans la monazite, le lantane, le néodyme, le cérium, etc. Donc, on en a besoin en fait dans toutes nos technologies. En France, on n'a pas d'exploitation vraiment de terres rares, mais on a en fait, c'est pareil, pour des raisons stratégiques, il y a une identification, donc c'est un petit peu plus ancien. Il y a des choses plus récentes qui existent, mais c'était la carte qui est la plus pratique à montrer, où on a en fait les indices et pour la gitologie de ces terres rares, qui sont nécessaires, en particulier pour le néodyme. Le néodyme, vous voyez qu'il est essentiellement utilisé ici, donc pour les aimants permanents, et que la Chine, c'est pareil, concentre presque 60% de la production, avec des réserves mondiales. La Chine, alors là, elle en a pas à la moitié, mais elle en a un bon tiers. Un zeste moins critique. Et les aimants, en fait, ces aimants permanents, par exemple, c'est pas des nouvelles fraîches, c'est publié en fait par Renault sur ses véhicules en 2011. Donc le nom dans une voiture, donc là, elle était déjà hybride ou électronique. Donc, je sais pas si on est beaucoup en 2011 des voitures électriques, mais vous voyez en fait le nombre d'aimants permanents qui sont nécessaires dans une voiture assez banale en fait. Et donc ça c'est du coup pour ces sujets-là, même un constructeur en fait comme Renault a publié par exemple en 2010 une matrice de criticité pour un certain nombre d'éléments dont ils ont absolument besoin pour fabriquer leur voiture. Donc c'est la voiture qu'ils produisent, c'est la voiture que vous allez potentiellement acheter. Donc on a besoin en fait de savoir si on va vraiment... l'aluminium, il y en a beaucoup, mais on n'en produit pas vraiment en France. Et ils savent pas comment faire, en fait, s'ils n'ont pas d'aluminium. C'est ce que nous dit, en fait, ce trait ici. Et là, on est dans une situation aussi assez embêtante. Si je me déplace en voiture, les choses vont un peu changer selon que je me déplace, en fait, en voiture à combustion, avec un moteur à combustion ou avec un moteur électrique. Si je me déplace avec un moteur, un véhicule thermique, je vais avoir besoin à peu près de 176 kg de métal, dont beaucoup d'aluminium et à peu près un peu moins de 40 kg de cuivre
et de graphite. Quand je passe à la version électrique, déjà il m'en faut 2 fois plus, au moins, et la diversité en fait dont j'ai besoin est beaucoup plus grande. Et donc vous en avez une partie qui est illustrée ici. Je vais avoir besoin de cuivre, je vais avoir besoin pas mal de fer, je vais avoir besoin de beaucoup d'aluminium, ma bauxite est là. Qu'est-ce que je vais avoir besoin? Bon, on va voir ça au fur et à mesure. Donc, tous ces minéraux-là, vous pouvez les regarder. J'ai apporté ma petite voiture en Lego. On va pouvoir regarder tout ça. Donc, ici, c'est les minéraux principaux dont on a besoin, en fait, pour nos voitures. Puis, on va les passer un petit peu en revue. Pour les batteries, donc de ces nouveaux, enfin c'est pas nouveau, hein, puisqu'on voyait qu'en 2011 il y en avait déjà. Pour les batteries des voitures, il me faut pas mal de nickel. Donc le nickel c'est pas critique, il y en a en abondance, mais c'est stratégique, on n'en a pas, on sait pas comment faire. C'est ce que nous dit en fait le point qui se trouve ici tout en haut à gauche du diagramme. Le nickel, à l'heure actuelle, en France, il est largement... l'opérateur principal en France, c'est Eramet, mais pas que en France, hein, il opère dans beaucoup d'autres pays. Et les sources principales sont la népouite, donc c'est un silicate de nickel, ainsi que la pimélite. Et j'en avais dans mon bureau, mais je pense que j'ai oublié de la prendre. Et donc ce minéral bleu, ce minéral bleu, donc c'est de la népouite, donc c'est un exemple de Nouvelle-Calédonie. Il y a un très joli petit livret qui est disponible sur Internet, édité par la Maison de la Nouvelle-Californie à Paris, qui explique un petit peu ces choses-là. À Paris, je peux rien. Pour le lithium, on a besoin de beaucoup de lithium, et c'est un sujet qui revient régulièrement dans la presse. Donc on peut le tirer du spodumène que je n'ai pas, de la lépidolite qui se trouve ici, et donc compte tenu en fait de ce sujet-là, le BRGM en fait a publié donc une carte de probabilité de découverte de minéralisation en lithium en France métropolitaine. Et là on commence à avoir des cartes qui ont une allure un peu bizarre avec des pixels. Elles sont faites à la fois à partir de données géologiques et on y ajoute de l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'elle commence à... Mais ça fonctionne pas mal. Et puis un petit carbonate dont le nom est savoureux, la zabouillélite, hein, donc qui est un carbonate de lithium qui va être exploité par Imerys en Angleterre. Donc les acteurs principaux sont Imerys, on va voir pourquoi. Et aussi donc comment s'appelle la société de lithium de France. Je l'ai pas marqué là? Non, j'ai oublié. Ah oui, lithium de France, voilà, en Alsace. Imerys, en fait, va réutiliser le site qui est déjà en opération industrielle, le site de Beauvoir, dans le Massif central, où ils exploitent leur kaolin. Le kaolin est exploité, en fait, en surface, sous cette mine, puisque c'est des contextes géologiques qui permettent aussi ces minéralisations-là. Donc, ils vont utiliser les infrastructures de cette mine en surface, faire un accès souterrain pour aller exploiter en fait le lithium souterrain dans cette zone-là. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Il y a à l'heure actuelle en France au moins 5 ou 6 PER, si vous voyez cet acronyme. C'est un permis d'exploration, un permis exclusif de recherche. Donc les entreprises achètent donc Imerys ou alors Lithium de France, réservent en fait, font une demande, réservent un territoire sur lequel ils vont aller prospecter, et donc sont les seuls à être autorisés à aller prospecter. Donc Imerys, ils ont ce projet-là donc donc au niveau de la carrière sous la carrière de Beauvoir, c'est déjà assez avancé, avec un objectif à 34 kilotonnes par an. Donc là, ça va être un extrait sous forme solide, en hydroxyde de lithium. Je parlerai pas de leur site en Angleterre. La stratégie de Lithium de France en Alsace, elle est un peu différente. Ils font ça se fait en fait, il y a le gisement en fait de chaleur où il y a des fluides hydrothermaux dans le fossé rhénan, donc à Soultz-la-Forêt. Et donc on s'est aperçu depuis longtemps que il y a du lithium qui sort de ces eaux-là.
Et donc, il va y avoir en fait avec de la cogénération de chaleur et production de lithium. Et avec un circuit d'eau fermé, c'est-à-dire que l'eau hydrothermale sort avec le lithium sous forme soluble. Il est traité pour être extrait en fait de l'eau précipitée sous forme d'hydroxyde. Et l'eau en fait est réinjectée dans le système. Donc il y avait 4 sites principaux sur lesquels il s'appuie. C'est assez documenté. Donc ça c'est assez intéressant. Donc on voit que sur ce lithium, finalement en France, à chaque fois on n'est pas sur des extractions sur des sites ce qu'on pourrait appeler de novo. Il y a une réutilisation en fait d'autres activités qui existaient précédemment. Et la raison en fait, bon, non seulement, évidemment le lithium est là à cet endroit-là. Ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a déjà de l'infrastructure et donc ça va plus vite en fait à mettre en exploitation. Le graphite, il n'y a plus d'exploitation de graphite en France. Il y en avait, je les ai listés ici. On en avait en particulier donc au col du Chardonnay, le col du Chardonnay. Il y en avait un petit peu ici dans le Massif central, un petit peu donc dans le massif armoricain, mais il n'y a plus d'exploitation à l'heure actuelle. Le plus gros producteur du monde, c'est évidemment la Chine, et à l'heure actuelle, c'est 1,1 million de tonnes de graphite qui sortent de terre par an. Et pour nous, on est sur quelque chose qui est quand même assez critique, un niveau de criticité raisonnable. Pour le cobalt, on va apporter de la cobaltite ou oui, j'ai apporté de la smaltite. Donc, ce sont des sulfures. Donc, on n'a pas de production non plus. Pardon, c'est des arsenates, donc même dans la même famille que les sulfures, autant pour moi. Et donc, on voit qu'on a une production donc qui est essentiellement, je crois qu'elle est au Mozambique et au Congo, avec un peu en Australie. Ma géographie est un peu discutable aujourd'hui. Donc, on voit qu'on est sur des choses assez critiques également. Pour le manganèse, en fait, on va avoir vraiment des minéraux qui sont assez variés, dans lesquels on va pouvoir les tirer. Donc, j'en ai ici, de la pyrolusite. Il y a du psilomélane, de la rhodonite, de la rhodochrosite, c'est assez varié. Et là, vous voyez qu'en fait, on a une distribution de production mondiale qui est assez équilibrée. Donc, les choses sont assez bien, sauf qu'on en a beaucoup besoin. Donc, si on nous coupe les vivres, on n'est pas bien. Et c'est essentiellement donc en République du Congo pour la plus grande partie. Pour le cuivre, donc donc ça c'est la carte des principales mines qui ont été exploitées en France. À l'heure actuelle, donc sous forme de calcopyrite, de calcocite ou de bornite, il y en a au bout de la table également. Et donc il y en a un certain nombre, elles sont plus forcément en exploitation. On en produit combien nous? Je n'ai pas marqué. Mais notre mine principale à l'heure actuelle, elle se trouve chez les opérateurs de téléphonie, chez Orange. À l'heure actuelle pour le recyclage en fait du cuivre par fusion. Donc les choses devraient bien se passer sur ce sujet-là si les choses ne sont pas volées. Donc il y a plus de mines. Tout ça c'est des mines en fait qui ont été exploitées en France. Donc il y avait quand même une grosse exploitation et si jamais c'est nécessaire, il reste quand même un petit peu toujours à exploiter. Les sources d'aluminium maintenant pour la France, donc il nous reste en fait deux gisements qui sont exploités dans le sud de la France, donc à Arboussas, et puis le gisement de Villerac qui se trouve ici, et puis d'autres exploitations qui étaient fermées, avec des minéraux qu'on va trouver dans la bauxite. La bauxite c'est une roche dans laquelle on va trouver des hydroxydes de fer. Donc le diaspore, la baumite et la gypsite, des oxyhydroxydes d'aluminium, pas de fer, autant pour moi. Et aussi sur ce sujet-là, le gisement principal en France à l'heure actuelle, c'est un gisement en fait de recyclage, avec différentes façons de recycler selon la pureté et le tri de l'aluminium. En 2014, c'était 690 kilotonnes qui étaient recyclées. Pour tout ce qui va concerner en fait les voitures, le taux de recyclage est très bon, il est au-delà de 90-95%. La problématique, c'est l'aluminium dans les plus petits objets, où là le taux de recyclage est très faible.
Je vais arriver du coup à poursuivre notre journée, mais vous voyez qu'en fait, une fois qu'on a pris notre petit déjeuner, qu'on est passé à la salle de bain, qu'on a passé un coup de téléphone, qu'on a utilisé notre voiture électrique, on a déjà, en fait, la diversité des minéraux qu'on a utilisés a été couverte, quasiment. Donc vous avez ici un petit peu un résumé. Donc au minimum, on va dire minimum, c'est une cinquantaine de minéraux différents. Les derniers que j'ai pas, c'est le talc et tout ça pour des ouvrages que je vais faire en lecture le soir, si j'ai encore un petit peu de courage. Voilà. Donc et puis j'ai pas parlé évidemment de l'ordinateur au bureau, mais l'ordinateur au bureau c'est même combat que le téléphone portable à quelque chose près. Donc vous avez ici votre journée en 50 minéraux. J'aurais aimé en fait vous proposer la masse que ça représentait par jour, et ça a été assez compliqué en fait. J'ai pas réussi à trouver les données qui m'auraient permis de faire ce travail-là. Je les ai pas trouvées dans la littérature, et j'ai pas non plus réussi à trouver facilement les données qui m'auraient permis en fait de vous proposer en fait la masse disponible. Parce qu'il faut aussi évidemment prendre en compte le cycle de vie des objets. Alors, bon, on a vu qu'il y avait des problèmes de criticité, d'approvisionnement, de sensibilité, etc. Bon, la France est quand même reste pas non plus les mains dans les poches en attendant que les choses se passent. Je dis donc il y avait ce comité donc pour les minéraux critiques, etc. Donc il y a un travail qui est fait entre la Direction générale de l'aménagement du logement, de la nature, donc au ministère, je sais pas dans quel ministère c'est maintenant, mais peut-être de l'environnement ou équivalent, entre les principales entreprises, les principaux acteurs de la filière minière. Vous avez déjà vu donc des noms qui sont venus, donc Eramet, Imerys, Garo-Chaillac pour l'or et la bauxite. Je vais pas parler donc de cet intervenant-là. Pour Orano, on est sur quelque chose qui est différent. J'ai dit que je parlerai pas en fait des commodités en termes de services publics au sens général. Donc j'en ai pas parlé là. Mais à l'heure actuelle, en France, l'industrie extractive, c'est quand même 1,3 milliard d'euros. La transformation minérale, 9,5 milliards d'euros. Pour la métallurgie, 26 milliards d'euros. Il y a quand même 2650 entreprises concernées, 110 000 emplois, 15 centres de recherche et développement. La première exploitation, donc là, c'est un peu le cocorico français. Donc la grosse mine en France, c'est la mine de talc de l'Uznac ou à Trimons, donc 400 000 tonnes par an. Et puis évidemment, l'or de Guyane, vous en entendez régulièrement parler dans la presse, pour des raisons pas forcément toujours très sympathiques. J'ai pas parlé donc de l'Andalousie qui rentre de façon importante dans un certain nombre d'objets. Et les titres d'exploration, certains exclusifs, d'autres non. Mais vous avez, voilà, du coup, en résumé, vous avez la production annuelle, en fait, des différents minéraux que j'ai mentionnés pour la période 2020-2021, donc c'est 44 tonnes, 44 millions de tonnes, pardon, avec essentiellement, vous voyez, de la calcite. Donc là, je parle toujours pas de bâtiments ou autre chose du genre, pas pour fabriquer de la chaux. Et vous avez ici, vous voyez, l'ensemble des mines pour les différents usages qui sont actives ou pseudo-actives en France, certaines très, certaines d'autres de façon beaucoup plus marginale. On a aussi voilà, du potentiel minier pour certains aspects plus particuliers qui sont proposés par le BRGM, en particulier donc pour antimoine, barite, l'étain, tantale, niobium, fluorine, molybdène, or, etc. Et donc je pense que avec toutes les cartes que vous avez vues, vous avez certainement remarqué que tous ces éléments-là, tous ces minéraux-là, leur localisation en France concorde exactement en fait avec la géologie du territoire français. On va les trouver essentiellement donc dans les massifs anciens, le massif armoricain, le massif central, la partie hercynienne des Pyrénées et également au niveau des Alpes, la partie la plus ancienne des Alpes. En France, on utilise, donc là c'était pour la France métropolitaine, évidemment un territoire qui est, dont on parle un petit peu uniquement pour l'or, mais la Guyane est également un territoire avec des réserves considérables et des minéraux, des éléments très particuliers et stratégiques
pour la France. Donc, vous voyez, on a donc de l'or, mais évidemment un certain nombre de métaux de base, des terres rares, les platinoïdes, fer, manganèse, de la bauxite, du diamant, etc. Et donc, je vous laisserai avec cette diapositive, ressources géologiques en France métropolitaine, toujours par la direction de l'aménagement du logement du territoire. Donc, avec la localisation des minéraux critiques et pourquoi nous en avons besoin. Voilà, je vous remercie et je vous invite du coup à des questions et puis on peut aussi échanger autour des minéraux, bien entendu. Oui, j'ai pas parlé des ressources des océans parce que ça serait bien qu'on les laisse tranquilles, les ressources des océans. Les ressources des océans, on serait fort mal avisé d'aller les chercher. Peut-être sur le très court terme, nous aurions quelques bénéfices industriels. En revanche, le plancher océanique abrite et sous le plancher océanique est située en fait la très large majorité de la biosphère qui nous aide dans un certain nombre de nos actions, avec un équilibre aussi jusqu'à la surface, pompage du dioxyde de carbone et autres. Déstabiliser ce système-là nous exposerait à des dangers que je pense qu'on n'arriverait même pas à imaginer à ce jour. Donc ça serait une très mauvaise idée. Donc il y a des groupes de scientifiques, enfin, moi je suis abonnée à l'un d'entre eux pour essayer effectivement d'agir dans ce sens-là pour la préservation des zones océaniques. Certains pays le font. On a par exemple, parce que c'est un sujet que je connais, sur la ride océanique, il y a une zone d'activité hydrothermale, donc qui est la zone de Rainbow, et donc qui fait partie en fait, qui est protégée par le Portugal. Donc c'est dans sa zone d'activité économique, et donc le Portugal veille de façon très sérieuse sur ce sujet-là, de façon à ce qu'il n'y ait pas de... Il regarde en fait, la marine portugaise veille, repère les navires sur zone, examine en fait ce que ces navires font pour que les choses se passent normalement. Et donc, seuls les navires océanographiques sont en principe autorisés à stationner au-dessus de ces zones-là. Alors, zone, avec les Açores et leurs autres archipels, ils vont en fait jusqu'au milieu au-delà du milieu de l'Atlantique. En fait, c'est un pays qui a un territoire ultramarin qui est 4 fois son territoire terrestre. Ouais, alors le Portugal, c'est bien plus que ça. Hein. Il y a plein de petits archipels tout du long. Et, ils ont une très grande zone. Alors, j'avais une autre question. Non, je crois pas qu'on soit vraiment autorisé à aller. Je suis pas journaliste. Je suis juste modestement scientifique. Et alors, cela dit, quand on reçoit des minerais, alors pas pour les conditions d'exploitation, mais sur la provenance des zones de conflit, on peut savoir en fait d'où vient le minerai, d'accord, avec du traçage élémentaire et du traçage isotopique. Il y a un protocole qui a été développé pour le lithium, par exemple. C'est le cas aussi pour le diamant. Hein. On a un système en fait de traçage à partir des isotopes du bore dans le diamant pour sortir du marché en fait les diamants qui ont été échangés contre des armes, hein, qui viennent de zones de guerre. Donc on sait faire dans une large mesure. Et le BRGM, hein, Bureau de recherche géologique et minière, est censé le faire. Il y a des contrôles effectivement qui sont faits. Ça répond pas à la question en fait de la façon dont les gens en fait fonctionnent. Après, les entreprises françaises sont quand même tenues. Vous savez, il y a quand même enfin, c'est comme pour toutes les industries. Hein, maintenant, l'ordonnateur principal est censé faire respecter la réglementation. Après.
Et oui. Ça dépend des scénarios. Si on va sur du laisser-faire, comme à l'heure actuelle, on a... alors ça va dépendre des minerais, hein, mais c'est quelques dizaines d'années à quelques centaines d'années. Si on est sur des scénarios, on va dire plus coercitifs, j'aime pas bien le mot, mais plus raisonnés, voilà, où il y a vraiment des contraintes qui sont mises. À ce moment-là, en particulier pour des pays comme les nôtres, le recyclage ça va être la source de la fin du XXIe siècle. Nos ressources minérales de la fin du XXIe siècle. C'est un peu l'objectif. Oui, pour la technologie. Bah, il y a toujours évidemment des recherches pour essayer de faire sans, mais parfois ça aboutit, parfois non. Là, en l'occurrence, toutes ces terres rares, elles sont critiques sur toutes les, sur les aimants permanents, en l'occurrence. Hein. Beaucoup. Et on en a, vous voyez, même dans une Renault de 2010, il y en a déjà de partout. Alors vous imaginez dans un avion de la Défense ou il y en a énormément. Ouais. Et puis alors là j'ai parlé, mais c'est vrai aussi par exemple dans tous les équipements médicaux. Vous avez passé une IRM, vous avez passé un scanner, vous avez passé, c'est blindé ça n'existerait pas sans ces aimants-là. Ouais. Au niveau, là j'ai parlé du niveau français, puis j'ai apporté des minéraux français parce on essaye de parler un petit peu de ce qui nous entoure. Au niveau de l'Europe, hein, il y a quand même énormément de programmes de recherche et développement internationaux à l'échelle de l'Europe pour essayer de sécuriser un maximum d'approvisionnement, pour sécuriser un maximum de process, pour avoir du développement comme celui que vous venez de mentionner, etc. Donc non, là, typiquement, c'est quelque chose qu'on n'arrivera absolument pas à faire avec les ressources financières et dont on dispose en France. Là, on est heureusement que sur tous ces sujets-là, heureusement que l'Europe est là. Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Je voudrais également remercier Lucie Trochery du service de diffusion des savoirs de l'Observatoire de Lyon. Donc, elle a enregistré ma présentation. Les autres présentations du cycle seront enregistrées et elles seront mises en fait à disposition sur la chaîne YouTube de l'université. Voilà. Très bien. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.